L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Mon cher Gilles, Madame Bricq, faut-il que le président de la République signe la fin de la récréation dans cette affaire franco-allemande? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une récréation. Justement. Mais le président de la République, quand il est arrivé à son poste, tout de suite, dès le premier sommet européen, a posé le problème de la croissance en Europe. Et depuis toujours, il a défendu cette position dans ce qu'il appelle une tension amicale. Et passer à la confrontation, paradoxalement, c'est renforcer Madame Merkel. Nous savons bien que la ligne que défend le président de la République, elle a des échos maintenant, et dans des pays assez inattendus. Je vois ce que font les Pays-Bas, qui ont décidé de faire une relance intérieure. Et quand je regarde l'Allemagne, les salaires ont augmenté l'année dernière de 2%. Il y a une grande négociation syndicat-patron menée par IG Metall, qui est quand même le syndicat qui fixe la norme salariale en Europe et en Allemagne en tout cas, et il demande 5,5% d'augmentation. Donc ça veut dire que dans une période électorale en Allemagne, les choses vont bouger cette année. Et puis il va y avoir des élections européennes. Si ça se trouve, quand le Parlement européen va se réunir au mois de mai, au mois de juin, il va rejeter les perspectives financières qui ont été mises sur la table par les chefs d'État. Donc il va se passer des choses. Alors c'est pas la peine d'en rajouter. Je trouve que c'est malvenu. Là, vous parlez d'une initiative du Parti socialiste. Oui, c'est mal, mais bon. Y compris celle de Barthelone. Ça a été exclu du texte que le Parti socialiste prépare. Donc, n'en parlons plus. Les mots qui étaient pour le moins indélicats. Et surtout inutiles, contre-productifs, parce qu'on ne rend pas service à nos camarades sociodémocrates allemands avec ce type de débat. Donc, le Parti socialiste doit faire un texte qu'il se projette au-delà du gouvernement. C'est normal, il a son autonomie, mais qu'il le fasse dans une stratégie qui est celle du président de la République. Si c'est la 5e République, elle est comme ça. Si je vous comprends bien, Madame Bricq, en rappelant que vous êtes ministre du Commerce extérieur et Gilles va enchaîner, sur le fond, c'est assez justifié, mais ce sont les mots qui n'étaient pas... Parce que finalement, il peut y avoir une évolution politique en Allemagne, mais ce sont les mots qui sont regrettables. Les mots sont regrettables et surtout inutiles, contre-productifs. Mais si vous le justifiez sur le fond... Non, je ne le justifie pas parce que de toute façon, ce problème, il est posé depuis le début. Depuis que François Hollande est arrivé, il a dit qu'il faut une initiative de croissance européenne. Et même si les Allemands faisaient une relance intérieure, comme je pense qu'ils vont le faire par leur politique salariale, les calculs ont été faits, ça fera 0,1% pour la croissance française. Donc, faisons-nous les réformes que l'on doit faire, la compétitivité, le désendettement, ce sont des problèmes courageux qui ont été mis sur la table par le président de la République. Ce n'est pas de l'Allemagne qu'il faut attendre le salut, c'est de nous-mêmes. Et je crois que les Français en sont capables. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec Nicole Bricq. Tout de même, toujours sur ce dossier, où est la frontière entre ce que vous appelez la tension amicale, effectivement, c'était l'expression du président de la République, et cette confrontation, on va dire, confrontation des idées, sans parler des mots, parce que au fond, elle est très étroite, la frontière. Oui, on peut jouer sur les mots, mais ce qui compte, c'est effectivement le fond. Nous savons bien, quand même, faut regarder. L'Europe, ce sont des gouvernements de droite qui la dominent, quand même. Donc, il faut avoir un rapport de force. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se lancer dans une confrontation alors que nous avons à faire cette politique économique qui a été arrêtée et définie par le président de la République et qui est menée avec courage par Jean-Marc Ayrault. On a eu un peu l'impression quand même que ce débat avait été en partie déjà un peu tranché, puisque Bruxelles et donc l'Allemagne ont donné un an de plus, un an de répit à la France sur la réduction des déficits. Oui, exactement, puisqu'on fera 3,7. Donc déjà, la parole de la France, la voix de la France a été écoutée. Voilà, on a pris acte. Donc je trouve que cette querelle et cet état d'esprit est complètement à côté de la plaque. Si vous voulez que je vous dise que le Parti socialiste doit se reprendre, je peux vous le dire, mais il faut aussi accepter qu'il y a un débat. On va avoir une convention Europe. Vous savez que ce sujet est très sensible au sein du Parti socialiste. Moi, je vais vous dire ma vérité.
Je préférerais qu'à la fin de ce débat, il y ait une majorité et une minorité. Une majorité pour être toujours dans le droit fil de ce qu'en sont les socialistes depuis toujours. Moi, j'ai vécu une grande convention sous François Mitterrand en 1973, où on a tranché le fait que nous confirmions notre choix européen de socialiste. Est-ce qu'il faut que François Hollande le répète haut et fort mais c'est pas à moi de dire ce que doit dire le président de la République. J'ai observé quand même depuis un an que chaque fois qu'il le fallait, il avait rappelé quelle était la ligne. Et moi, je sais qu'en tant que ministre, on doit être dans une discipline de la responsabilité, et ça s'applique à tous les feudataires du régime. Jamais oublier que nous sommes dans un régime qui est la Ve République. Et c'est le président qui fixe le cap. Oui, mais madame, je repose la question, pourquoi ne sortent-ils pas les ministres qui désavouent la politique gouvernementale? Ça a été le cas à plusieurs reprises par Montebourg, qui a critiqué Jean-Marc Ayrault, donc pourquoi il les garde? Qu'est-ce que c'est que ce manque d'autorité qui lui est reproché? Est-ce que c'est un manque d'autorité, d'ailleurs? Parce que vous croyez que François Hollande, le président, n'est pas un chef? Vous avez vu les décisions qu'il a prises? Moi, j'observe que toutes les grandes lois ont été votées. Regardez, y compris celle qui a transcrit l'accord interprofessionnel de janvier. Eh bien, elles ont été votées. La Banque publique d'investissement, elle a été votée. Tous les grands choix, le choix d'affirmer la nécessité de retrouver de la compétitivité pour notre économie, ça a été adopté. C'est ce qu'il dit, par exemple, dans l'entretien qu'il a accordé il y a une dizaine de jours aux agences de presse et qui sort justement pour... je l'ai lu. Il est extrêmement intéressant, cet entretien. Il dit, le reproche le plus absurde qu'on me fasse, c'est le reproche de manque d'autorité, parce que j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Cela étant dit, la perception des Français, regardez les sondages ce matin, est exactement inverse. Mais nous, les ministres, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autorité et qu'ils gouvernent le pays comme le Parti socialiste. Non, mais ça, écoutez, moi je ne vais pas ajouter des commentaires à des commentaires qui sont plus des bruits de couloir. Arrêtons avec cette histoire de remaniement. Qu'est-ce que c'est que ça? Les ministres sont à leur travail, tous mes collègues, on est dans la discipline de responsabilité. Et puis je pense qu'elle s'applique aussi à ceux qui ont des responsabilités, y compris parlementaires. Il aurait dû sortir des ministres qui n'ont pas respecté? Non, moi je ne suis pas dans cet état d'esprit. À chaque fois qu'il a été nécessaire, il a rappelé la liste. Et puis j'observe quand même que au cours de ce dernier week-end, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a carrément plus que sifflé. Il a remis les choses d'équerre. En envoyant un tweet, mais enfin bon. Nicole Bricq, on rappelle que vous êtes chargée du commerce extérieur, vous étiez en Chine avec le président de la République. Comment vous avez vécu ce voyage? On n'a pas tout à fait bien compris la répartition des rôles entre vous, votre activité, votre domaine, et en même temps ce que faisait Martine Aubry sur place. Oui, mais là-dessus, je crois que toutes les bonnes volontés pour relever l'économie française sont à prendre. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans une concurrence. Madame Aubry, elle a été quand même première secrétaire du parti. C'est un personnage important, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que moi je veux que le travail de mes équipes soit reconnu. Nous travaillons beaucoup à Bercy, les services économiques dans tous les pays... Ça, c'est un message à Jean-Marc Ayrault non, mais je veux qu'on respecte ce qu'ils font, c'est tout. Je ne fais pas plus de commentaires. Mais les autres viennent vous voir, Raffarin, qui s'occupe de l'Algérie, Chevènement, qui oui, mais chacun a son style. Elle ne vient pas. Chacun a son style. Vous savez très bien que ça vous énerve. Chacun a son style. Bon, voilà, faut prendre les gens. Le style muet. Faut prendre les gens comme ils sont. Bon, moi, je sais ce que je suis. Je sais où est ma place. Sauf que je sais que dans la période actuelle, le seul ressort de croissance qui vaille, le seul moteur, c'est le commerce extérieur. L'année dernière, on a apporté modestement à la croissance française 0,7 points. Et cette année, on devra apporter 0,3 points. Et je vois que les entreprises, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je les considère, mes entreprises,
comme des clients. Et je suis là pour les servir. Et dans ce voyage en Chine, avec elle, on a fait plein de choses. On a lancé un club santé formidable à Shanghai. On a réuni tous les acteurs de la ville durable. Il y a des besoins en Chine extraordinaires. On a avancé dans l'agroalimentaire. On a marqué des points. Donc je pense que les entreprises se portent de plus en plus, et notamment les PME, sur ces marchés lointains, difficiles. Et moi, je suis là pour les aider à faire des contrats. Dernière question concernant un entretien que vient de donner Henri de Castres, donc le patron d'AXA, dans les Échos. Vous l'avez peut-être pas lu, mais c'est sur le fond du problème, parce que vous devez entendre parler de ces sujets. Il dit que de son entreprise en 57 pays, le pays où il est le plus taxé, c'est ici, en France, chez lui. Est-ce que c'est normal? Alors, de quoi parle-t-il? Est-ce de l'entreprise, globalement. Bon, écoutez, cet après-midi, le président conclura les assises de l'entrepreneuriat qui sont menées qui ont mis à l'œuvre tous les ministres. Enfin, moi, mes services y ont beaucoup contribué, j'y serai. C'est une manifestation importante. Il dira, concernant l'entreprise, ce qu'il en est. Il ne faut pas que ça s'arrête, cette surfiscalisation. Ça dépend. Moi, vous savez, je connais bien la fiscalité, et notamment de nos voisins européens. Je suis allée avec la Commission des finances plusieurs fois pour regarder quels étaient leurs systèmes. Et finalement, tout compte fait, bon, à part l'Irlande qui est un cas à part, on sait qu'il taxe très peu les sociétés et qui sert de refuge à beaucoup de sociétés. Je pense que finalement on est assez à égalité. Ce qui est un petit peu gênant chez nous, c'est peut-être le taux facial qui ne correspond pas au taux réel, mais le taux facial